Tiers livre, on est revenu à la quotidienne sur YouTube et je compte bien m'y tenir à l'exercice. Les services de presse, vlog journal au long de la route, atelier d'écriture et puis bien sûr les bouquins qu'on lit, venir là, livre en main. J'avais pas prévu de l'acheter. George Didier Huberman, aperçu, Cécédille, U-E-S. 340 pages qui sont des fragments. Il y a toujours la date, il y a toujours, non pas en notes, mais les tableaux, les livres, les événements auxquels il fait référence. Et c'est lui qui les recompose, par occasion, temps qui passe, par blessure, temps qui frappe, par survivance, temps qui revienne, par désir, temps qui advienne. Et là, on le reconnaît, le Didier Huberman aussi. Il nous raconte que c'est souvent écrit au réveil, que c'est souvent une astreinte quotidienne. Ça m'a beaucoup aussi réveillé de penser par rapport à l'exercice du blog, par rapport à l'exercice de la chronique journalière sur le blog, que je ne fais plus depuis que j'ai la vidéo. Et quelque part, ça m'a réveillé des envies d'écriture énormes. Et peut-être ce serait ça le point commun de ce bouquin aperçu par rapport à ces maîtres ou les maîtres qu'on a en commun comme Walter Benjamin, sens unique. On ne peut pas lire ce aperçu UES de George Didier Huberman sans que ça vous fasse une pulsion énorme, énorme, énorme d'aller se saisir de toutes ces petites choses qui se passe pour chacun dans le quotidien, mais le quotidien peut être hyper dur, peut nous venir par les voyages, par l'actualité, par quelque chose qui se passe juste dans la rue devant nous, mais qui peut être tout petit, très discret, simplement un petit tremblement. Mais ça fait 5 jours que je suis dedans. Je le prends à grande lampée parce que une fois qu'on a lu 3-4 fragments, la densité, tout ce que ça réveille de lecture, de méditation tout simplement, fait que passer d'un à l'autre, c'est un exercice considérable. À chaque fois on s'immerge, on est d'ailleurs un des premiers livres dont parle Georges dans celui-ci, c'est Traces de Ernst Bloch. Et pour moi, c'est un livre évidemment complètement fétiche, mais je croyais qu'il n'y avait que moi au monde pour qui Traces de Ernst Bloch était un livre fétiche. Aperçu, féminin pluriel. J'ai pris l'habitude de nommer aperçu des bribes de choses ou d'événements qui apparaissent dans mes yeux, sous mes yeux. Cela ne dure jamais très longtemps, bribes, échardes du monde, épaves qui vont, qui viennent. Elles sont apparaissantes mais vont disparaissant. Tout ce qui est visible autour de moi ne m'est pas une aperçue pour autant, par usage personnel plutôt que par une quelconque volonté de donner un sens catégoriel, défini ou définitif à ce mot. Je dis aperçu, UE, quand ce qui m'apparaît laisse, avant de disparaître, quelque chose comme la traîne d'une question, d'une mémoire ou d'un désir. C'est quelque chose qui dure un peu plus longtemps que l'apparition elle-même, une rémanence, une association, et qui mérite alors toujours, dans mon usage ou bricolage d'écriture, le temps de travail ou de jeu d'une phrase ou d'un paragraphe ou deux ou plus, l'expérience vécue dans le temps du pur passage. L'aperçu, UE, devient alors une pratique d'écriture intermittente, mon petit genre littéraire, dispersé rapide, multiforme et sans projet, en marge ou en traverse de mes recherches obstinées patientes. Aperçu, UES, du verbe apercevoir, c'est un peu moins que voir, c'est voir un peu moins bien que lorsque la chose à voir est devenue objet d'observation, cette chose désormais immobilisée ou posée sur quelques planches d'étude, comme le cadavre sous l'œil de l'anatomiste, le papillon épinglé sur sa planche de liège. Apercevoir, c'est seulement voir en passant, soit que quelque chose ou quelqu'un passe fugitivement dans mon champ de vision, etc., etc. J'ai un drôle de rapport, j'en ai jamais parlé de mon rapport avec George D. Huberman. On a exactement le même âge. On s'est connus à la Villa Médicis. On est arrivés exactement en même temps. C'était à l'automne 1984.
avec comme point commun, lui avait publié son étude sur Charcot, mais je ne la connaissais pas du tout, et un petit livre qui paraissait juste à ce moment-là, aux éditions de Minuit, sur Balzac. Et là aussi, commentaire du chef-d'œuvre inconnu, excusez du peu. Et Balzac, moi aussi, quelque chose d'originel, de permanent, ça continue. Et puis, la petite fibre que Jérôme Lindon, lui aussi, avait pour Balzac. En plus, c'était un fameux bouquin pour entrer, comme Georges a toujours su le faire depuis, dans l'épaisseur d'un texte. Et puis ouvrir, c'est sa manière, et il s'en explique par rapport à Nietzsche, aller faire danser chaque point vers une ouverture. Alors je ne peux pas dire que j'ai lu tous les livres de Georges Didier Huberman dessus, je ne sais pas qui pourrait, mais jamais ce qu'il dit de recherche obstinée, patiente qu'il mène depuis 30 ans, ça m'est jamais resté loin, et penser à un livre aussi essentiel que Devant l'image. Et bien évidemment, ce mot image reste ici aussi le mot central. D'une part parce qu'on travaille toujours sur le voir, d'autre part parce que les expériences de cinéma ou de photographie sont continuellement là encore présentes, parce que Giorgio revient aussi sur ses propres livres, son propre travail, ou des moments particuliers qui ont déclenché son livre sur Fra Angelico, qui est aussi quelque chose que je vénère de très loin. Et c'était pas évident quand on s'est vu à Rome. Moi, j'ai toujours cette image de quelqu'un dans cette grande timidité, dans ce grand respect, et qui me semblait, où j'avais du mal à comprendre pourquoi il mettait tant de poids et d'attachement à des choses qui, à moi, pouvaient paraître secondaires. Une petite chapelle qui avait l'air de rien du tout, presque mesquine, avec des images maladroites au mur, mais où lui avait décelé que c'était une des seules chapelles à Rome où on trouvait des représentations du purgatoire. Et déjà, c'est qu'il nous ouvrait par la parole, par son monde de méditation et de référence, fait que la confiance était totale. L'affection aussi. J'ai le droit de le dire, puisqu'on ne se croise plus sur les routes. J'en lis 2 extraits. Roland Barthes revient souvent dans ce livre, une fois très étrange, Giorgio qui se promène dans un couloir à l'EHESS, quelque chose comme ça, et puis Barthes qui probablement attendait quelqu'un, qui ouvre sa porte, et puis non, c'était pas la personne qui l'attendait, et Didier Huberman n'avait aucune raison de parler à Roland Barthes. Et juste de ce petit croisement de regard, il nous fait une de ses aperçus UES. En voilà une autre avec Barthes. L'accident, la ressemblance, et l'apostrophe à ressemblance. Un accident, alors plus rien ne ressemble, ni l'espace, ni le temps, ni les choses, ni les êtres. Dans une chronique de janvier 1979, Roland Barthes évoque un accident de la route sous le titre « Banal et singulier ». La mort des accidentés lui semble banale. Seul le fait qu'ils n'aient pu être identifiés cette fois-ci, tant leur corps était abîmé, lui semble singulier. Par contraste, l'enfer de Dante lui semble bien généreux. Dans la mesure où, dit-il, les morts sont appelés par leur nom et commentés selon leurs fautes. 13 mois environ après avoir écrit ce texte, Roland Barthes devait subir à son tour un accident de la route. Entre guillemets, citation, sortant du Collège de France où il était allé contrôler des diapositives et le bon fonctionnement d'un projecteur en vue d'un séminaire sur Proust et la photographie, Barthes se faisait renverser par une camionnette, atteint notamment au visage. Il fallut alors un certain temps pour le reconnaître et établir son identité. C'est une citation prise au livre sur Roland Barthes de Bernard Comment, qui a été aussi celui qui a commandé à Tiphaine Samoyo la grosse biographie qui fait référence. Mais vous voyez, ces fissures, il y a un texte magique aussi que j'aurais pu lire sur une période où Georges, avec son petit appareil numérique, parce qu'il parle de sa pratique photographique comme outil de notes et de pensée, photographie des fissures dans le sol. Tout d'un coup, c'est un texte où il parle de lui-même. J'avais 16 ans et demi. Ma mère était morte la nuit précédente. Je me suis retrouvé, j'ignore pourquoi, mais je me souviens de l'endroit précis, dans une rue de la ville,
où je croisais une connaissance, une amie de la famille. Elle m'a regardé avec sympathie et m'a demandé, sans rien savoir naturellement de ce qui venait d'arriver, « Alors ça va ?» Je suis presque sûr, sans en avoir le souvenir exact, d'avoir évité de la regarder dans les yeux. Je lui ai simplement répondu « Ça va bien, merci ». J'entends encore cette phrase banale résonner cruellement dans ma tête. Je sens encore la crispation de mon visage qui, à tout prix, voulait répondre par un sourire au sourire de cette dame. Ce sourire n'était que l'échappatoire poli, mais si conflictuel au fond, face au malentendu de cette situation de langage. Il eût suffi de dire « Pourquoi suis-je resté dans l'inutile et douloureux non-dit » Je souriais, me sentais mentir à travers ce sourire même, ce sourire masque. Et c'est comme si, avec sa souffrance intrinsèque, cette unique situation avait déterminé toute mon ultérieure détestation du mensonge, du non-dit. Je sais bien pourtant que j'ai encore tendance aujourd'hui à sourire un peu trop. N'est-ce pas l'une des techniques les plus efficaces pour s'échapper d'une épreuve intersubjective qui autrement demanderait de la vérité crue, de la violence, de la plainte, du désespoir ou de la colère envers autrui? J'ai gardé longtemps cette sensation très physique, très précise, du sourire masque. Je l'associe à un symptôme qui m'a tourmenté pendant les années qui ont suivi cet événement. Et il m'arrivait souvent de dire le contraire exactement de ce que je pensais, autre manière de masque. Mais c'était malgré moi. J'ai beaucoup lutté contre ce que je ne savais alors que nommer mensonge ou hypocrisie. Je devais aussi lutter intérieurement, trouver en moi un véritable courage pour regarder mon interlocuteur droit dans les yeux, ayant peur, sans doute, qu'à ce moment rien ne lui échapperait de mes sentiments les plus profonds, c'est-à-dire les moins souriants, les plus contradictoires. Le plus désagréable demeure cette sensation, ou souvenir inscrit à même la peau, les muscles, les nerfs, de mon visage crispé par son sourire masque. Et c'est pourquoi aussi sans doute je déteste les photos de moi où on me voit sourire. La lecture de L'homme qui rit, que j'ai longtemps retardé, m'a bouleversé bien sûr. Aujourd'hui, lisant la théorie des émotions de Lev Vygotsky, je tombe sur ce passage qui fait lever ou relever mon souvenir d'adolescence. S. Wilson fait part de cas qui témoignent de l'absence de parallélisme entre les éléments psychiques et somatiques de l'émotion. Ce sont des cas de paralysie émotionnelle du visage, lors de laquelle on observe une expression du visage ressemblant à celle d'un masque, mais derrière ce masque se maintient entièrement le jeu normal des réactions émotionnelles. Les patients souffraient d'une absence complète des mouvements expressifs du visage. Selon le témoignage de Wilson, ils étaient très sensibles à cette circonstance et voyaient en elle un grand malheur qui les empêchait de montrer aux autres qu'ils éprouvaient de la joie ou de la tristesse. Fragment à la façon de Nietzsche, mais beaucoup plus. Recomposition d'un travail permanent d'étonnement dans les petites fissures, porosité de l'expérience quotidienne du monde. Et comment ça nous réveille à force de nous mettre en situation de méditation, non pas sur ce qui arrive à Georges, mais sur ce que nous-mêmes, chacun d'entre nous, traversons au quotidien d'équivalent. C'est grand et ça fait du bien. Plus tout ce que ça nous réveille sur les gens dont il parle, Hegel, Brecht, Benjamin et Didier Huberman. À demain.